Les scientifiques tchèques peuvent jouer un rôle important dans la pandémie mondiale de coronavirus. De nombreux pays ont de longs délais d'attente pour tester les patients et les tests eux-mêmes sont compliqués. Ici, à Pchéry, près de Prague, ils ont inventé une nouvelle méthode de test plus simple. Ce savoir-faire se transmet désormais en Amérique, en Suisse et en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui rend les nouveaux tests uniques? Nous interrogeons Madame Sonia Pekova, experte en virus et chef du laboratoire TILIA. Bonjour à tous. Madame Pekova, avez-vous quelque chose de nouveau qui peut aider les personnes infectées dans le monde? Ceci est une image du coronavirus. C'est une image symbolique, juste pour que vous puissiez voir la différence de taille entre le corps du virus et la géante structure cellulaire qui est énorme. Ici, nous sommes sur une échelle de nanomètres et voici les micromètres. Dès qu'il est apparu, au moment de l'épidémie de virus à Wuhan, en Chine, nous avons vite compris qu'il se propagerait probablement lorsque nous avons vu la dynamique de cette maladie. Et comme l'étude de ces virus, qui sont peut-être d'origine animale, fait partie de notre portefeuille, nous avons immédiatement rejoint le projet et nous avons préparé un test de diagnostic pour détecter le virus. Dès lors, nous faisions exactement selon les recommandations du CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, et c'est ainsi que nous procédions. Donc, lorsque nous avons obtenu les 2 premiers patients positifs, nous avons décidé d'ajuster un petit peu le test, car au premier, au deuxième et au coup d'œil suivant, il semblait lourd et complexe et nécessitait beaucoup. Il était cher, il avait des exigences technologiques importantes, où cela nécessitait un équipement relativement complexe sur le plan technologique. Et lorsque nous devons tester beaucoup de gens pendant une épidémie, ce n'est pas la façon de procéder. Donc, une fois que nous avons eu 2 isolats authentiques du virus d'humain, nous l'avons séquencé et avons lu les informations génétiques du virus dans certaines zones que nous considérions importantes, et nous avons constaté que le virus était beaucoup plus facile à détecter en utilisant la même technologie que celle suggérée par le CDC. Nous ne l'avons pas abandonné, mais il est beaucoup plus facile à détecter en ciblant une autre région de son génome. Pas ici, vers cette partie terminale du génome, mais quelque part au tout début. Là, il a des séquences qu'il identifie de manière unique. Il ne peut pas être confondu avec un autre virus ou un autre coronavirus. Et en fait, cela peut être fait avec une réaction par patient. Ainsi, au lieu de 3, nous n'avons besoin que d'une seule, économisant des produits chimiques, du temps, des coûts, des utilisations d'instruments, et aucun équipement compliqué n'est nécessaire, comme dans les tests multiplex. C'est donc un moyen de tester une grande quantité d'échantillons. Il doit être rapide, simple, fiable et quantitatif pour nous dire quelle quantité de virus il y a, et cela ne doit pas dépasser les capacités du laboratoire. Parce que c'est tellement compliqué scientifiquement et au début, la conception initiale semblait vraiment compliquée, car après avoir publié notre essai, le test que nous fournissons gratuitement à tous ceux qui sont intéressés, ils ont juste besoin de nous contacter. De nombreux laboratoires du monde entier nous ont contactés et nous ont demandé le test. Donc, si personne n'avait eu de problème avec le test d'origine, ce nouveau test ne serait probablement pas autant demandé. Vous avez un doctorat en biologie moléculaire, vous avez enseigné à Harvard et vous avez écrit 40 publications sur les virus. Y a-t-il un intérêt important en République tchèque et en Slovaquie, dans le nouveau savoir-faire, je veux dire? Je suis un docteur, je suis docteur diplômé, j'ai un doctorat en biologie moléculaire, génétique et virologie, et j'ai 2 qualifications en génétique et méthode médicale, en génétique et microbiologie. Les publications scientifiques que j'ai écrites au fil des années sont en partie liées à la biologie moléculaire, en particulier la génétique, car j'occupe 2 domaines, la génétique et la microbiologie moléculaire, juste pour clarifier. Ce que je voudrais dire, c'est que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine scientifique. Et quelle était la question? Quel intérêt suscite votre invention en République tchèque et en Slovaquie? En République tchèque, nous avons été contactés, nous l'avons publié, la disponibilité du protocole au cours du week-end, lorsque nous avons terminé toutes les validations et nous savions que tout était OK. Nous avons été immédiatement contactés par de petits laboratoires
qui voulaient fournir leur aide ici, en République tchèque. Ils voulaient faire partie du système de diagnostic dans ce laboratoire. Les hôpitaux universitaires ont demandé si nous pouvions leur fournir le service de diagnostic. Mais nous avons également été contactés par de grandes organisations de diagnostic étrangères véritablement géantes. Le ministre Vojtěch a approuvé une activité appelée Test de coronavirus Hackathon qui a été lancée par un scientifique de l'Académie des sciences de l'Université Charles. Il s'agit de l'Académie des sciences de Prague, Brno et Čeké Budějovice, Université Charles, comme je l'ai dit. C'est sous la supervision du recteur de l'Université Charles et la supervision du chef de l'Académie des sciences de la République tchèque. Il y a donc une force forte derrière. Parce que ces institutions ont d'énormes capacités pour tester des milliers d'échantillons, elles peuvent le faire en temps réel. Cette science fait partie de leur travail. Ils ne seront donc pas surpris par les exigences technologiques. C'est en fait une tâche très simple pour eux. Ils ont juste besoin d'une coordination avec le système d'échantillonnage, les lieux d'échantillonnage, juste pour que la gestion soit intelligente au début, et lorsqu'ils obtiennent des échantillons non infectieux, ils obtiendront probablement l'ARN isolé et feront le test. Et parce qu'ils ont un équipement qui peut en fait tester jusqu'à 4000 patients par jour lorsqu'ils travaillent ensemble, eh bien, cela apportera un grand soulagement car ils réduiront le nombre de patients, monsieur, madame, tout le monde, qui demandent à être testés. Il fournira des données sanitaires et épidémiologiques dont nous avons un besoin urgent et soulagera les hôpitaux. Les patients dans un état critique recevront un médicament antiviral expérimental appelé Remdesivir. Ce médicament a été initialement développé pour Ebola. En quoi ce coronavirus est-il similaire à Ebola, SRAS ou MERS? Sont-ils des dérivés les uns des autres? Sont-ils similaires ou sont-ils complètement différents? Le SRAS et le MERS et celui-ci sont des coronavirus. Ebola est un virus différent et il s'agit en fait d'un traitement expérimental. J'écoutais parler le directeur du General University Hospital à propos de la nécessité de demander le médicament au fabricant qui évaluera si l'état clinique du patient l'exige. Donc cela peut prendre un peu de temps aux patients pour l'obtenir et c'est certainement que pour les patients individuels. Ce n'est pas pour de grandes populations parce que c'est expérimental, terriblement cher et pas très disponible. J'espère juste qu'il y aura un nombre minimum de patients qui auront besoin de ce type de traitement qui sauve des vies et que nous pourrons gérer la situation avec un minimum de nos concitoyens sous oxygénation et circulation extracorporelle. Quelques patients en République tchèque sont déjà dans un état grave ou critique. Qu'est-ce que le coronavirus fait à leurs organes, leurs poumons et leur cœur? On pense que le coronavirus induit une sorte de réponse immunitaire confuse qui est exagérée. Il affecte les voies respiratoires et devient grave s'il affecte les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire s'il envahit les poumons ou il détruit naturellement la muqueuse de l'arbre respiratoire. On pense également que le virus provoque une tempête de cytokines, taquinant et irritant le système immunitaire au point qu'il commence à attaquer le tissu pulmonaire et ces patients se retrouvent avec une fibrose pulmonaire qui est en fait un épaississement du tissu pulmonaire pour faire simple et cela signifie qu'il n'y a pas d'échange efficace ou de gaz respiratoire et que les poumons tombent en panne. C'est la pire conséquence de cette infection. S'agit-il d'un processus réversible? Malheureusement, la fibrose pulmonaire n'est pas réversible. Elle peut être influencée par un traitement immunomodulateur. Nous devrons probablement chercher des protocoles pour cela, mais nous avons vu des choses similaires après la grippe H1N1 en 2009 qui a également émé les poumons, leur causant beaucoup de dégâts. Beaucoup de ces patients se sont retrouvés dans le programme de transplantation pulmonaire à cause de la fibrose pulmonaire. Docteur Pekova, après la première entrevue avec vous, de nombreux téléspectateurs et médecins ont écrit un certain nombre de questions. La question principale était de savoir combien de temps le SARS-CoV-2 peut survivre sur un corps humain, sur les mains, les cheveux, dans l'environnement.
Faut-il porter des gants en plus des masques faciaux? Je m'excuse auprès des téléspectateurs, nous nous sommes moqués un peu de cela. La situation est difficile, mais comme vous pourriez ne pas nous reconnaître, nous avons dû nous identifier nous-mêmes. Le virus ne peut certainement pas survivre indéfiniment. Il aime un environnement humide, comme quand vous avez un rhume et que vous avez ce mouchoir avec du mucus dont tout le monde a peur, car il infectera si on le touche ou si vous serrez la main de quelqu'un. Donc, son temps de survie peut certainement être calculé. Il est estimé entre une demi-heure et plusieurs heures. Alors supposons qu'il puisse survivre plusieurs heures. Il meurt sur des surfaces sèches. Il aime les zones chaudes et humides, comme les pommes en sueur, et les mouchoirs avec du mucus, ce sont les endroits. Les masques faciaux sont très pratiques parce que, même s'ils ne nous protégeront effectivement pas des nanoparticules, c'est ridicule, cela montre un certain respect pour les personnes à qui je parle. Parce que je postillonne toujours un peu, c'est comme ça, et les grosses gouttes que je postillonne si je suis infectée et asymptomatique sont pleines du virus. Donc cela capturera assurément les grosses gouttes. C'est un cas de force majeure en termes de particules minuscules. Celles-ci vont simplement pénétrer dans l'environnement, mais, comme en microbiologie, cela dépend toujours de la dose. Donc, si le virus flotte quelque part dans cette quantité, il faudrait beaucoup de virus pour m'infecter. Mais si quelqu'un postillonne 10 puissance 8, 10 millions de particules de ce virus dans ce postillon, il y a de fortes chances que je l'attrape. Donc cela a du sens de porter un masque. Le port de gants me semble un peu excessif. Il suffit de se laver les mains avec du savon, d'utiliser un désinfectant. Ils étaient surtout inquiets de toucher les paniers des supermarchés, etc. Eh bien, les paniers de supermarchés et les poignées de tramway sont des endroits où vous pouvez attraper beaucoup de choses. Alors achetez des aliments emballés, ne touchez pas les produits de boulangerie sans gants, c'est assez dur et effrayant en ces temps. Ensuite, lorsque vous rentrez chez vous, vous devez vous laver les mains correctement. Nous devons nous déplacer normalement dans la société, donc beaucoup de choses ont été touchées par les gens. Vous ne pouvez pas l'éviter. Mais prendre soin de votre hygiène personnelle est probablement la chose la plus importante. Et si mes mains sont propres, je ne propage pas le virus quand je touche quelque chose. Donc, l'augmentation de l'hygiène personnelle et du respect envers les autres personnes, envers David ici, en ne lui postillonnant pas dessus. Voici Sonia. Autre question importante. Les coronavirus sont-ils généralement détruits par les rayons UV, le soleil des montagnes? La lumière du soleil les affecte-t-elle? Le rayonnement UV détruit généralement l'acide nucléique car il introduit des changements irréversibles dans cet acide nucléique. Cela est certainement vrai pour les virus qui ont de l'acide nucléique double brin. Ce virus a de l'acide nucléique simple brin, néanmoins l'ARN, c'est un virus ARN, est une molécule fragile, donc un virus ARN ne devrait pas être immortel. Alors, le rayonnement UV est probablement très bien et, dans les cliniques, les consultations externes, etc., les désinfecter avec des rayons UV peut certainement aider. Et ils le font de toute façon, qu'il y ait ou non une pandémie de coronavirus. Jetons un œil à cet équipement de protection, nos masques, nos respirateurs. Vous travaillez avec tous les jours. Quelle est la différence principale entre un masque facial et un respirateur en termes d'efficacité? La chose importante, ce sont les pores ou trous qu'a le tissu que nous utilisons. Un respirateur devrait stopper les virus, ce qui signifie qu'il peut capturer des particules nanométriques, ce qui fait 10 puissance moins 9 d'un mètre. Si je regarde la lumière à travers cela, je peux même voir des trous. Donc c'est une chose drôle, mais comme je l'ai dit, l'essentiel est que lorsque je parle et que je postillonne, le masque facial stoppera les plus grosses gouttes, même s'il a de gros pores. C'est une sorte d'assistance au premier secours, une première protection pour que, si je suis très positive, je ne fasse pas de projection partout dans la pièce. Le masque facial le stoppe, puis je le jette dans les déchets biologiques qui sont éliminés de manière spéciale. Et la dernière question. Au centre de Wuhan, en Chine, il y a un laboratoire qui manipule les virus mortels. Le SRAS, un parent très proche de notre virus actuel, SARS-CoV-2, y est également manipulé. Il contient, et je vous cite, certaines caractéristiques génétiques et séquences qui, selon vous, ne sont pas d'origine naturelle. Oui. Vous le maintenez?
Je le maintiens et je suis vraiment impatiente du lancement de ce projet, l'hackathon du test du corona, afin que des échantillons authentiques aillent entre les mains des scientifiques. Parce que dans le diagnostic humain, le fait est que des échantillons humains authentiques arrivent rarement à l'Académie des sciences. Ils ne sont traités que par des laboratoires de routine et nous aborderions cela de manière tout à fait routinière, sans historique de travaux scientifiques derrière nous. Je ne penserai même pas à regarder autre chose, je prendrai juste aveuglément l'échantillon et bataillerai à faire 3 réactions pour chaque patient. Mais le génome du virus, le virus A, bien sûr, les virus ARN mutent. Ils sont connus pour avoir tendance à muter, car le génome ARN est instable. La polymérase qui réplique ce génome ne fait pas attention aux erreurs. Elles ont simplement un taux de mutation relativement important, comme on l'appelle, qui est le nombre de mutations qui se développent dans une unité de temps sur une certaine longueur de cette séquence. Mais les virus mutent les régions qui encodent les protéines structurales, c'est-à-dire des protéines qui forment le corps du virus. Plus important encore, ce sont les protéines qui déterminent comment le virus attaquera la cellule, comment il la pénétrera, tout simplement dit, l'interaction protéine-protéine. Et ici, nous avons découvert par hasard que le virus a naturellement une certaine hétérogénéité dans son corps, des gènes structurels, mais ce qui le distingue est la région régulatrice du virus, qui est la salle de contrôle du virus. Et la région régulatrice du virus est l'endroit où la réplication du virus est déclenchée, où la transcription et la production de protéines sont déclenchées, c'est donc la salle de contrôle. Dans ce virus, on dirait que quelqu'un est entré dans la salle de contrôle. La salle de contrôle permet au virus de se reconnaître les uns des autres. Ces séquences sont identiques au sein du groupe. Eh bien, dans ce virus, la salle de contrôle semble comme si quelqu'un y était entré et ouvert les placards et tout jeté et renversé des chaises. Et s'il s'agissait d'une variante naturelle, on pourrait difficilement imaginer que de telles vastes mutations, insertions, suppressions, diverses mutations d'un seul nucléotide pourraient se produire accidentellement et que le virus ne mourrait pas pendant ce processus, car le virus ne laisse pas quoi que ce soit toucher cette salle de contrôle. Ce que cela signifie, c'est que je commande ici, et vous pouvez muter ces gènes pour ces protéines par lesquelles j'entrerai dans les cellules, vous reconnaîtrez un autre hôte, mais ne venez pas ici où je commande. Cela doit être préservé sans mutation si possible. Et s'il y a mutation, ce doit être une mutation qui rend le virus plus fort. Toute mutation qui le rend plus faible est un handicap évolutif et ne survivrait pas. Et ces mutations, ou mutations théoriquement artificielles, sont-elles effectuées au microscope électronique ou comment cela est-il fait techniquement? Je voudrais juste ajouter que je ne sais pas si la mutation est artificielle, mais c'est une mutation très atypique. Oui, c'est le bon mot, c'est pour le mot atypique, et les mutations se font génétiquement. Elles peuvent se faire par une modification génétique. Vous savez alors comment faire cela? Eh bien, quand je travaillais plus dans la science, le clonage des mutations et les gènes mutés était mon pain quotidien. Et j'ai un certain nombre de publications sur le sujet. Nous avons cloné plusieurs variantes de gènes et testé leur fonction dans la culture de tissus. Une mutation mineure d'un gène qui était complètement amical pouvait se transformer en un agresseur qui pourrait provoquer une leucémie par exemple. Donc, la mutation est un genre d'outil pour transformer quelque chose d'inoffensif en quelque chose de très dangereux. Et en génétique, en génie moléculaire, en génie génétique, nous avons des outils qui peuvent le faire. C'est comme en Chine ou dans d'autres pays où ils font des bébés sur mesure, où vous pouvez... Il y avait ce gros problème avec le scientifique chinois qui a en fait créé 2 embryons complètement nouveaux, génétiquement modifiés. Et il a reçu une amende terrible pour cela et est allé en prison. Mais il a avoué, et je peux imaginer qu'il y a beaucoup de scientifiques qui font cela et ne l'admettent pas. Donc en génétique, en biologie moléculaire et en clonage, nous avons maintenant les outils pour changer réellement l'information génétique et cela n'est en fait réglementé que par la conscience de chaque scientifique et je ne sais pas si cela suffit. Pouvez-vous imaginer qu'il y a des virus encore plus dangereux dans des laboratoires plus secrets que l'actuel SARS-CoV-2 ? Je ne veux même pas imaginer cela, mais c'est certainement possible.
Des mutations d'Ebola, par exemple? Je ne veux même pas imaginer cela, mais je pense que c'est certainement possible. Ce sera tout avec le docteur Sonia Pekova, chef du laboratoire Tilia. Merci pour cette interview. Merci de m'avoir invité.